bienvenue à tout le monde pour cette partie de la conférence de presse entièrement en français. Comme il a été annoncé, comme d'habitude, avec nous, il y aura le docteur Richard Mihigo, coordinateur du programme de vaccination et de mise au point des vaccins, et le docteur Tierno Baldé, qui est chef de l'unité des partenariats opérationnels. La première question sera pour docteur Mihigo. Elle nous vient de Marthe Bossuant-Dolé de l'AFP en RDC. Voici la question. L'Union africaine a récemment protesté contre le fait que l'Union européenne, dans le cadre de l'instauration de son pass sanitaire, ne reconnaisse pas le Covishield, qui est donc la version AstraZeneca fabriquée en Inde et largement administrée en Afrique. Quel commentaire fait le bureau de l'OMS en Afrique sur cette position de l'Union africaine et quel impact peut avoir l'attitude de l'Union européenne sur les campagnes de vaccination en Afrique? Docteur Richard Mihigo. Oui, merci beaucoup. Nous avons reçu effectivement beaucoup d'interrogations sur cette directive de l'Union européenne qui entre d'ailleurs en vigueur aujourd'hui au 1er juillet. Clairement, comme l'a souligné l'Africa CDC, l'Organisation mondiale de la santé également déplore cette décision parce que nous estimons que les vaccins qui ont reçu l'autorisation d'utilisation en urgence par l'OMS sont des vaccins autant valides que ceux qui ont été approuvés par l'Agence européenne des médicaments. Le processus qui est utilisé par l'Agence européenne des médicaments est exactement le même que celui que l'OMS utilise. Mais il faudra comprendre une chose, c'est que très souvent, les vaccins qui sont autorisés par l'Agence européenne des médicaments sont des vaccins qui sont a priori d'abord destinés à être utilisés dans l'espace de l'Union européenne. Mais comme AstraZeneca est un seul vaccin qui est produit sur différents sites, que ce soit au Royaume-Uni, en Europe, mais également en Corée du Sud, au Japon, aux États-Unis, en Inde pour le cas du Covishield, nous pensons qu'après la qualification de l'OMS, l'homologation de l'OMS pour ce vaccin, la plupart des pays devraient, et c'est l'appel d'ailleurs que le docteur Moïti a fait tout à l'heure, reconnaître ce vaccin. Alors, les choses, je pense, bougent un peu. Nous avons vu ce matin des informations comme quoi 7 pays déjà de l'Union européenne ont autorisé, homologué en quelque sorte le Covishield, y compris la Suisse, qui n'est pas membre de l'Union européenne. Et nous pensons que, comme on l'a dit, et d'ailleurs, comme le Conseil de l'Europe a été très clair en disant que les pays, ils demandent aux pays également de l'Union européenne de reconnaître les vaccins qui ont reçu l'homologation de l'OMS. Nous espérons que cette situation va se décanter dans les jours à venir et que nous allons mettre derrière nous cette situation. En termes des conséquences, bien entendu, ceci a aggravé un peu la méfiance que certains pays ou populations avaient contre ce vaccin AstraZeneca, mais nous pensons que nous allons mettre cela derrière nous et aller de l'avant. Merci beaucoup, docteur Mihigo. Je me tourne maintenant vers docteur Baldé pour une question de Falila Gbad-Damassi de France Info. Docteur Baldé, que préconisez-vous pour la gestion des flux de voyageurs nord-sud dans un contexte maintenant où les touristes originaires des pays les plus riches peuvent désormais voyager aisément et décider par exemple de venir en Afrique où les populations, elles, ne sont pas immunisées? Oui, je phénomène auquel donc il faudrait s'attendre compte tenu de la dynamique évolutive donc de cette épidémie-là et définitivement la sécurisation aussi des pays où actuellement donc le taux de vaccination est relativement faible est un élément très très important. Et dans tous ces pays-là, nous encourageons à l'adoption et au renforcement de toutes les mesures donc de santé publique et puis donc de distanciation physique qui nous permettent un peu d'éviter un peu la propagation exponentielle que l'on voit un peu de cette maladie dans certains endroits. Donc, je crois qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, il y a lieu ici de reconnaître
peut-être est d'appeler ici tous les pays actuellement donc à un renforcement de ces mesures-là. Et que si ces personnes-là arrivent, qu'ils suivent vraiment les protocoles qui sont en vigueur dans ces pays-là, donc en venant avec des tests qui sont négatifs, donc des tests PCR qui sont négatifs, et une fois rendus aussi dans ces pays-là, donc de pouvoir adopter donc ces mesures-là qui permettront de protéger les différentes populations. Donc c'est une dynamique, je pense, qui change en fonction des contextes. On a vu donc une suppression ou on va dire une levée de beaucoup de restrictions dans les pays donc qui sont relativement avancés en termes donc, de vaccination, mais ce n'est pas encore le cas dans les pays africains. Donc je crois que on appellera à la vigilance et donc des pays, mais aussi donc au respect de ces normes-là par les personnes qui voyageraient donc des pays du Nord vers les pays du Sud. Donc c'est un appel véritablement que l'on lance. Donc nous on est encore dans une phase extrêmement sensible, extrêmement difficile, comme il a été mentionné tout au long de cette conférence de presse-là, et nous appelons vraiment au respect de ces règles, de ces mesures-là donc dans les différents pays, y compris de la part des personnes qui viendraient donc de pays où le processus de vaccination ou encore les immunités acquises sont beaucoup plus importantes que dans notre région. Merci. Alors vous venez d'évoquer les mesures barrières, les gestes barrières. La prochaine question, justement, est sur le sujet. Jusqu'ici, ces mesures barrières ont préservé le continent, mais pourquoi est-ce qu'elles ne suffisent plus? Qu'est-ce qui a changé actuellement? Il faut se dire qu'il y a plusieurs phénomènes donc, qui sont associés à cela. Déjà, la durée un peu de cette pandémie-là, ça fait maintenant plus d'un an et demi que cette pandémie-là, elle perdure dans notre région ici et dans le monde entier, on va dire. Et donc, l'adoption de ces mesures-là qui sont relativement contraignantes quand même, donc entraîne un certain état de fatigue de la part donc, des populations et de la part des communautés. Donc, ça, c'est un premier élément qui expliquerait cette situation que l'on voit actuellement. Le deuxième élément, c'est que aussi les pays les plus affectés sont les pays donc, qui sont situés au niveau donc, de l'hémisphère sud, donc les pays donc, d'Afrique australe qui sont actuellement en phase quelque part donc, d'une saison un peu plus froide, je ne dirais pas hivernale, mais en tout cas une saison un peu plus froide, qui expliquerait un peu plus donc, cette sensibilité, cette susceptibilité des différentes populations donc, à acquérir donc ce virus-là et à développer certains signes, y compris des signes sévères. Et le troisième facteur, c'est évidemment donc la circulation concomitante d'autres variants donc de ce virus-là, qui sont notamment le variant Delta, qui a une transmissibilité qui est beaucoup plus importante, donc qui explique ces événements-là. Donc, mais ici à l'Organisation mondiale de la santé, évidemment, on essaie donc de suivre, de faire un monitoring véritablement très, très précis de l'évolution de cette dynamique-là et d'ajuster l'appui que nous donnons au pays donc en termes de matière de réponse. Et pour finir, effectivement, donc pour pouvoir compenser actuellement ces déficits que l'on a, ces limites que l'on a en termes de vaccination, comme l'a dit les autres panélistes, il y a lieu de renforcer donc les mesures sur lesquelles on a une certaine emprise, donc avoir de meilleures capacités de traitement qui pourraient être à l'échelle, donc qui pourraient être contextualisées à nos contextes, à nos systèmes de santé ici, et aussi pouvoir donc avoir d'autres mesures aussi, des mesures communautaires, donc pour pouvoir encourager les gens en leur donnant les outils qu'il faut, évidemment, donc pour pouvoir adopter ces mesures barrières-là. Merci. Merci, Dr Baldé. J'aimerais maintenant me tourner de nouveau vers vous, Dr Mihigo, pour une question concernant la production de vaccins. La question est la suivante. L'Égypte, le Sénégal et l'Afrique du Sud devraient produire des vaccins contre la Covid-19 bientôt. Pourriez-vous faire un point sur la situation? Bon, les choses n'ont pas beaucoup changé depuis notre dernière mise à jour. Je crois que pour l'Afrique du Sud, nous avons le lancement de ce hub sous-régional qui va être un pôle d'excellence pour non seulement le transfert de technologies, mais également la formation des autres pays pour la production future de vaccins à ARN messager. Mais entre-temps, nous savons qu'au niveau de l'Afrique du Sud, avec la firme Aspen Pharmaceuticals, qui est entrée en contact avec la firme Janssen pour le vaccin de Johnson & Johnson, les activités de production vont déjà démarrer. Et d'après ce que nous avons cru entendre, les premières doses devront être produites d'ici avant la fin de l'année. C'est déjà une très bonne nouvelle pour le vaccin de Janssen, Johnson & Johnson. Nous avons également des informations sur la production en Égypte du vaccin de Sinovac et celui de Sinopharm
au Maroc. Donc, il y a déjà des choses qui se mettent en place pour aller de l'avant dans la production locale de vaccins au niveau du continent africain. Mais sur le court et le moyen et les long termes, je pense que la mise en œuvre de la politique qui a été lancée par l'Union africaine de la production locale de vaccins reste quand même un objectif qui devrait se matérialiser et effectivement se mettre en place pour une sécurité sanitaire sur le long terme. Merci. Je reste avec vous pour une question un peu différente, mais toujours concernant la vaccination. Face à la pénurie de vaccins, pourquoi ne pas les administrer comme dans le cas d'Ebola, où l'on vaccine la zone où un cas a été repéré? Oui, effectivement. Dans le cadre d'Ebola, nous avons fait ce que nous avons appelé le ring vaccination, ou bien la vaccination en cercle, parce que simplement, on n'avait pas beaucoup de cas d'Ebola et il était plus facile lorsqu'on avait isolé un cas d'Ebola de rechercher les contacts et de vacciner le contact et les contacts des contacts. C'est ce que nous avions appelé la vaccination en boucle ou le ring vaccination. Mais pour ce qui concerne la COVID-19, la situation est complètement différente parce que la transmission, elle est déjà communautaire, elle est élargie. Il est extrêmement difficile de savoir qui est infecté et qui ne l'est pas parce que malheureusement, avec cette maladie, on peut avoir la maladie et rester complètement asymptomatique, mais tout en continuant à transmettre la maladie. Donc, c'est la stratégie de vaccination en boucle ou le ring vaccination ne peut pas malheureusement s'appliquer à la COVID-19 parce qu'il est, comme je l'ai dit, extrêmement difficile d'appliquer les mêmes principes d'identification des cas, d'identification des contacts et de vacciner tout ce monde pour essayer de boucler la transmission. C'est complètement différent et ici, il faut mieux prévenir et vacciner tout le monde, en tout cas les populations éligibles, pour éviter effectivement que cette transmission ne continue à s'élargir vers des groupes autres que ceux qui sont déjà affectés. Merci beaucoup, Dr Minigo. Et pour la dernière question, je me tourne vers Dr Baldé. Depuis plusieurs mois, l'OMS alerte sur la menace d'une résurgence de la COVID-19 en Afrique, à l'image de ce qui s'est passé sous le sous-continent indien. Estimez-vous que les États vous ont suivi, ont été attentifs à vos recommandations? Oui, je pense qu'il y a de nombreux efforts qui ont été faits dans tous les différents pays et on continue le travail de sensibilisation et d'information à différents paliers des organisations, donc à un niveau régional, à un niveau sous-régional, mais aussi à un niveau national. Donc, cet exercice-là est en cours et il porte ses fruits parce que l'on voit ici aujourd'hui le sérieux avec lequel beaucoup d'États aujourd'hui sont en train de s'engager. Le docteur Mouetti l'a dit tout à l'heure, pour l'acquisition des vaccins, on vient d'entendre les collègues donc, de la RDC, tout ce qui est anticipé, ce qui est attendu d'avoir donc dans les prochaines semaines. C'est le cas un peu partout dans les différents pays là. Et aussi la préparation que nous accompagnons en tant qu'OMS, donc la préparation opérationnelle, autant pour la prise en charge, les aspects de prise en charge, autant donc pour les aspects aussi d'engagement communautaire, mais aussi les aspects de vaccination. Donc oui, il y a une certaine ouverture, il y a beaucoup d'ouverture et beaucoup donc d'attente aussi donc de la part de ces pays-là pour pouvoir donc courber ou en tout cas impacter sur la dynamique évolutive de cette épidémie-là. Et nous anticipons de cela beaucoup parce qu'ici on classe généralement nos pays en 3 différentes catégories, des catégories donc de pays qui sont en résurgence, donc qui font face à cette 3e vague-là actuellement, mais aussi on a des pays donc que l'on observe qui sont en alerte, donc dont la plupart du temps donc bougent en quelques semaines de cette phase d'alerte-là à une phase donc de résurgence, et puis des pays aussi que l'on garde un peu sous les yeux, qui sont en train aussi donc d'aller où quand il y a des événements, on voit vraiment un rebond du nombre de cas avec des facteurs explicatifs. Là, on essaie vraiment d'enclencher la machine et de pouvoir donc alerter et puis les supporter dans ce sens-là. Donc, je pense que c'est un exercice qui est en cours. Ce n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est un exercice relativement complexe, mais je pense que les efforts des uns et des autres, je pense, on arrive au moins à faire ce que nous pouvons faire et ce qui est à notre disponibilité, à notre disposition. Merci à vous.
Merci beaucoup. Nous avons fait le tour des questions. Merci beaucoup, Dr Richard Mihigo. Merci, Dr Tiano Baldé. Et merci aux journalistes qui sont restés un peu plus longtemps pour écouter vos réponses très complètes. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci. OK, merci et à la prochaine. Au revoir.